Mais d'abord, le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Un gouvernement CTRL-C, CTRL-V. Comprendre un gouvernement copier-coller. La formule est signée Marion Maréchal. C'est sans doute l'une des punchlines les plus percutantes de cette averse de critiques qui s'abat sur l'équipe de Sébastien Lecornu depuis sa nomination hier soir. Une équipe déjà menacée de censure et même d'implosion. Bonjour Alexandre Chauveau. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Journaliste au service politique d'Europe 1. L'affaire est complexe. On va tenter de tout comprendre avec vous ce matin. Il y a d'abord, Alexandre, ce bras de fer, Bruno contre Bruno. En cette Saint-Bruno, ce n'est pas banal. Bruno Retailleau qui reste ministre de l'Intérieur et qui dénonce une nomination de Bruno Le Maire aux armées. Nomination qu'on lui aurait cachée jusqu'au bout, c'est là tout le problème. À tel point que le patron des Républicains menace de démissionner avec tous les ministres LR, Alexandre. Oui, car selon le ministre de l'Intérieur, la composition du gouvernement ne reflète pas la rupture promise par Sébastien Lecornu. Bruno Retailleau n'accepte pas en effet la présence de Bruno Le Maire, profil radioactif pour la droite, et surtout la manière dont il a appris son retour par ses équipes alors qu'il venait de s'entretenir pendant plus d'une heure et demie avec le Premier ministre à Matignon. L'autre point, c'est la sous-représentation d'LR dans ce nouveau gouvernement. Seulement 3 ministres pour 15 profils macronistes. Conséquence, Bruno Retailleau convoque ce matin un conseil stratégique où la démission des ministres LR sera bien à l'ordre du jour. Démission encouragée ce matin par Xavier Bertrand. Et au-delà de la menace des Républicains, Alexandre, la censure qui planait sur la tête de Sébastien Lecornu comme une épée de Damoclès semble sur le point de s'abattre. Oui, on savait que la gauche hors PS s'apprêtait à déposer une motion de censure dès la nomination du gouvernement. La nouveauté, c'est que les socialistes semblent cette fois bien décidés à y joindre leur voix. Les troupes d'Olivier Faure n'ont pas été franchement convaincues par le profil des ministres, pas plus que le Rassemblement national. Le RN exigeait la rupture ou la censure et se dirige donc vers la deuxième solution. Jordan Bardella décrit ainsi un gouvernement composé des derniers macronistes agrippés au radeau de la Méduse. La menace semble donc très sérieuse pour le gouvernement de Sébastien Lecornu, qui, en cas de censure votée cette semaine, restera dans l'histoire comme le plus éphémère de la Ve République. Merci Alexandre Chauveau en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Notez ce matin la réaction du président LR des Hauts-de-France, Xavier Bertrand. Nous ne pouvons pas participer à ce gouvernement, à ce gâchis, à cette mascarade, a-t-il déclaré sur une autre antenne. Et à l'heure où l'on annonçait le gouvernement, hier soir, des milliers de Français étaient réunis à Paris pour appeler à la libération des otages du Hamas. Et demain, cela fera 2 ans qu'ils ont été kidnappés, privés de leur liberté et de leurs proches, cachés dans de terribles conditions dans les geôles sombres des terroristes palestiniens. Il y a 2 ans, ils étaient 251, ils ne sont plus que 47, dont une vingtaine présumés morts. Demain, les commémorations des massacres du 7 octobre leur rendront hommage à eux et aux 1219 personnes assassinées ce jour funeste, dont 378 abattues au festival Nova. Miral Orana a pu en réchapper. Nombre de ses amis n'ont pas eu cette chance et pour elle, il est capital d'entretenir leurs souvenirs. Écoutez. Vers 8h du matin, on a entendu des tirs, puis on a vu les terroristes arriver tout près de nous. Une policière a dit « Si vous voulez rester en vie, courez ». Autour de moi, il y avait des corps partout et parmi eux, je reconnaissais des amis à moi. Au loin, j'ai vu un tank abandonné. Je me suis dit « Il faut que j'aille jusqu'à ce tank, quitte à prendre une balle ». J'y suis arrivée et je me suis cachée sous le tank. Peu de temps après, je me suis pris une balle dans la jambe. Les terroristes ont ensuite tiré 2 missiles anti-chars sur nous. L'un d'entre eux a explosé sur le tank et un éclat m'a transpercé le ventre. À ce moment-là, j'ai prié Dieu. Je lui ai dit, s'il te plaît, je ne veux pas mourir, pas maintenant, pas comme ça. J'ai vraiment découvert ce qu'était la peur le 7 octobre. 2 mois après, je suis revenue sur les lieux pour la première fois et depuis, j'y vais toutes les semaines. Cela peut paraître bizarre pour les gens, mais quand j'arrive là-bas, je me sens à la maison, je sens que tous mes copains qui sont morts m'accompagnent. Il y a quelque chose dans l'air, je ne sais pas l'expliquer. Miral Orana, interrogé par l'envoyé spécial d'Europe 1 en Israël, Antoine Bienvaux, qui est avec nous. Antoine, une semaine après la présentation du plan de paix de Donald Trump, tous les espoirs sont permis aujourd'hui. Oui, et c'est ce matin que les négociateurs israéliens doivent arriver à Sharm el-Sheikh pour rencontrer la délégation du Hamas dirigée par Khalil el-Haya. À son arrivée hier, ce dernier a redit sa volonté de libérer les otages en échange de prisonniers palestiniens. Mais de lourdes divergences devront toutefois être réglées en amont, prévient-il. Donald Trump, lui, souhaite que ces pourparlers aillent le plus vite possible. Quelques jours seulement, a-t-il promis. Un calendrier qui semble réaliste selon Joshua Zarka, ambassadeur d'Israël en France. Il était l'invité d'Europe 1 ce matin. Nous allons avoir 2 ou 3 jours au plus de négociations, pas plus que cela. Nous voulons arriver à la fin de cette guerre terrible.
libérer nos otages, c'est la fin de la guerre. Et vraiment, je pense que nous pouvons y arriver. Des pourparlers en tout cas très attendus par les Israéliens qui m'ont confié ces derniers jours conserver l'espoir de revoir rapidement les otages. Je n'ai jamais été aussi proche de retrouver mon fils, m'a notamment glissé la mère d'un otage encore détenu à Gaza. Mais la méfiance reste de mise car très peu d'entre eux croient en la démilitarisation du Hamas. À la veille du 7 octobre, ils le disent, ils ne peuvent plus faire confiance à cet ennemi qui les a tant fait souffrir. Antoine Bienvaux à Tel Aviv pour Europe 1. Et vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h06. Les élections municipales approchent, elles auront lieu les 15 et 22 mars prochains. Et alors que les candidats se positionnent, la Commission nationale des comptes de campagne et financement politique tire la sonnette d'alarme. Oui, elle vient d'éditer un nouveau guide à l'usage des candidats, car il faut bien faire attention à l'origine des fonds utilisés pour les campagnes électorales. Les menaces sont nombreuses, entre tentatives d'ingérence étrangère et tentatives de corruption des narcotrafiquants qui ont des moyens alléchants. Reportage à Marseille du correspondant d'Europe 1, Stéphane Burgat. Ils sont riches, puissants et organisés, leur capacité de corruption est élevée. L'avertissement du président de la commission est à prendre au sérieux selon le sénateur et conseiller municipal Marseille d'abord, Stéphane Ravier. La DZ Mafia, c'est plus quelques dealers au coin de la rue. Elle est organisée comme un cartel dont les moyens sont colossaux. Et que cette sonnette d'alarme soit activée par le président de la commission des comptes de campagne, on ne peut pas suspecter d'être partisan de qui que ce soit. Eh bien, on doit vivement en tenir compte. Déjà auditionné sur le sujet par le Sénat en tant qu'acteur associatif, Hassen Amou, candidat au liste écologiste à Marseille, appelle lui aussi à la plus grande vigilance. Les premières choses dont les politiques devraient se méfier en campagne, c'est un coup de main inattendu par des personnes qui ont plutôt intérêt à ce que le maire ne se mêle pas sur les questions de narcotrafic. C'est les fêtes de quartier un peu trop facilement organisées par des réseaux de drogue qui vont rapidement te faire comprendre que si tu as gagné ta campagne électorale, c'est parce qu'ils étaient derrière toi. C'est là l'élément central. Comment est-ce qu'en fait un service en rend un autre? Et avec la croissance des réseaux de drogue, ces risques d'ingérence pourraient toucher les petites villes jusqu'à présent épargnées. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1. L'actualité judiciaire, la cour d'assises du Gard juge en appel à partir d'aujourd'hui l'un des agresseurs présumés de Gisèle Pellicot. Ex-ouvrier du bâtiment, âgé de 44 ans, condamné en première instance à 9 ans de prison. Il encourt à nouveau 20 ans de réclusion. Plus de 100 journalistes du monde entier ont été accrédités pour ce procès qui doit durer jusqu'à jeudi. Et vous êtes peut-être chaque jour aux côtés de vos parents âgés, d'un frère, d'une sœur, d'une tante, malade ou handicapé. Eh bien, c'est votre jour aujourd'hui. La journée nationale des aidants familiaux. Ils sont entre 9 et 11 millions en France, ce qui veut dire qu'un Français sur 6 est concerné. Parmi eux, Lucille, 41 ans, qui, comme des milliers d'autres, a mis sa vie professionnelle et personnelle entre parenthèses pour s'occuper de son père victime d'un AVC il y a 2 ans. Écoutez. Du jour au lendemain, tout mon quotidien a été chamboulé. Mon père, il peut pas faire grand-chose. Alors, il peut plus conduire. Il a perdu 80% de la vue suite à l'AVC. Il ne peut plus faire les courses parce que il tient pas très bien sur ses jambes. Donc, moi, je fais toute la logistique. Ça passe par la gestion des médicaments, les prises de rendez-vous médicaux, le suivi, le classement des dossiers pour que tout soit bien rangé. Je fais également la gestion du linge, le ménage. Je fais les courses et je prépare tous les repas maison pour pas qu'il mange n'importe quoi. Je vis chez mon père pour être en permanence avec lui. Parce qu'il y a entre 2 et 3 rendez-vous médicaux par jour. J'ai effectivement mis ma vie professionnelle de côté parce qu'on est tellement pris et débordé par tout, on ne sait plus par où commencer. J'ai frôlé la dépression, mais je pense que pour la famille, on est prêt à tous les sacrifices. Tout donner pour ceux qu'on aime. Témoignage poignant de Lucille au micro Europe 1 de Yasmina Katou. Merci beaucoup Fanny Marceau, c'était votre journal. Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant. La grande interview Europe 1 CNews face à Sonia Mabrouk. Ce sera le ministre des Outre-mer, Manuel Valls. Il est 8h10. Bon réveil à vous.